Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Hegel esthétique, tome 2. Le style commence avec l'art proprement dit. L'art est âpre et rude, d'une beauté sévère. Puis vient le style idéal pur, souffle de la grâce. Les spectateurs admirent, d'autant plus facilement qu'ils trouvent leur propre vanité plus agréablement satisfaite, que l'œuvre d'art invite davantage à s'asseoir à ce tribunal intérieur. Les Français aiment les frivolités, les Allemands s'attachent au fond dans les œuvres d'art. L'œuvre d'art n'est pas seulement un objet sensible, c'est une manifestation de l'esprit dans un objet sensible. L'objet d'art doit être considéré en soi, dans son objectivité indépendante. Dans la sculpture et l'architecture, les formes sont rendues visibles par la lumière extérieure. Dans la peinture, au contraire, la matière obscure par elle-même a en soi son élément interne, son idéal, la lumière. L'unité étant la couleur. Il existe deux formes d'architecture, symbolique et à but positif, pyramide, maison. Les Grecs, malgré la parfaite conformité au but utile, se distinguaient par la perfection artistique, par la noblesse, la simplicité, par la légèreté et l'élégance de leurs ornements. Les Romains, avec moins de noblesse et de grâce. Les Grecs déployaient la magnificence et la beauté de leur art seulement pour les édifices publics. Les maisons des particuliers restaient insignifiantes. Au contraire des Romains. Sphère de la vie privée. Une église en croix se compose d'un porche, entrée, d'un narthex, le vestibule, la nef, le centre arrière, les bas-côtés de chaque côté, le transept au croisement supérieur de la croix et un chœur au fond arrondi. À l'extérieur, les indispensables contreforts qui soutenaient les murs des églises gothiques. L'architecture arabe du Moyen-Âge n'est pas l'ogive, mais le fer à cheval. À cette époque, c'est l'architecture d'habitation fortifiée, le château fort. Chaque palais était une forteresse. L'art des jardins était l'élément pittoresque. C'est surtout dans l'art français des jardins qu'il fut un complément de la construction, transformant ainsi la nature en une vaste habitation sous un ciel libre. L'objectif est la manifestation adéquate de l'esprit. Efforcé de faire une expression parfaite de l'esprit. Pour la sculpture, le lieu est pris en considération où elle sera placée. L'artiste doit y songer. La sculpture possède la manière la plus conforme à la nature de représenter le principe spirituel. Moins bien que la poésie, la sculpture représente le sentiment interne de l'âme, ni les passions qui les agitent. Elle s'adresse mieux à l'imagination. Le génie des Grecs fut le commencement et la fin de l'art, sculpture, architecture, ce qu'il a produit à l'époque de sa plus haute perfection. La nature est la première réalisation de l'idée, le beau dans son existence immédiate. L'ambassadeur anglais en Turquie, Lord Elgin, enleva du Parthénon à Athènes et dans d'autres villes grecques des statues et des bas-reliefs et les transporta en Angleterre au British Museum. Le comte Elgin a conservé ses œuvres d'art pour les sauver d'une destruction complète. Durant l'époque grecque, la vitalité des œuvres consiste en ce qu'elles sortent libres de l'esprit de l'artiste. La vitalité propre, la conception et l'inspiration de l'artiste. Le profil grec est la forme idéale de la tête humaine, l'idéal de la beauté absolue. Pour les matériaux, les sculpteurs utilisaient le bois et pour le genre grandiose, les principales matières sont l'ivoire, combiné avec l'or, l'airain fondu et le marbre. L'airain était un composé d'or, d'argent et de cuivre. Délicatesse et solidité. Le propre de chaque génie est de se rendre parfaitement maître de la matière. L'adresse et la technique forment le génie.
L'airain peut être coulé, battu et gravé, art des monnaies. La pierre convient à la sculpture, granit, syénite, basalte. Le marbre, molle, pureté, blancheur, absence de couleur et la douceur de son éclat. Le marbre se montre la matière la plus convenable, nuance de lumière et d'ombre. Les gemmes et les camées sont d'un prix inestimable onyx. La sculpture est l'expression la plus parfaite de l'idéal classique. Vitalité et liberté de l'imagination des œuvres grecques. Dans l'art romain, la poésie de l'idéal dans le vrai sens du mot lui fait défaut. Le développement du sentiment chrétien, où la pensée et l'imagination religieuse sont portées à leur plus haut degré, n'est pas favorable à la forme classique de l'idéal de la sculpture, plutôt la peinture. Dans la peinture, le principe divin apparaît comme sujet vivant spirituel qui descend au milieu de la société des fidèles, pas comme la sculpture immobile. La lumière et les ombres font reconnaître au spectateur la forme des objets et leur distance relative, rapport dans l'espace. Excellence de la conception de Raphaël, la peinture représente la paix et la parfaite satisfaction de l'amour. La peinture ne représente pas seulement le sentiment intérieur, elle le représente particularisé en soi. L'harmonie des couleurs est le point le plus important. Qu'aurais-je à exceller? Clair-obscur. La musique exprime l'âme en soi, le sentiment intérieur. La musique, au contraire, des arts figuratifs détruit la forme visible étendue. Ce qui a été au repos entre en mouvement. La peinture supprime une des dimensions de l'espace, la sculpture réduisant l'étendue à la forme. La musique, elle, est vibration ondulatoire. Le son qui est l'élément matériel de la musique et abandonne ainsi l'élément contemplatif de la forme visible. Vue, oui. L'ouïe est intellectuelle et plus spirituelle que la vue. Le son est en soi immatériel et son existence idéale s'évanouit. Le son est le mode d'expression le mieux approprié à la nature du principe spirituel et fera ainsi résonner les cordes les plus intimes de l'âme, un monde tout idéal. Avec les tableaux, nous avons sous les yeux des images extérieures dont le moi, comme personne intérieure, reste distinct. Dans la musique, c'est l'âme elle-même qui s'exprime, l'impression pénètre à l'intérieur, dans les profondeurs de l'âme émue, ébranlée dans ce qu'elle a de plus intime. La poésie exprime par elle-même les sensations, les pensées et les conceptions de l'esprit sans atteindre la plasticité claire de la sculpture et de la peinture, ni la profondeur sentimentale de la musique. La musique offre au sens profond une expression pleine d'âme et de sentiments, et même sans être affectés, nous trouvons du plaisir dans la mélodie, base abstraite de la mesure et du rythme. D'un civet de chat, on ne fera jamais un pâté de lièvre. La composition doit être habile dans sa mélodie. La musique acquiert son vrai développement en devenant dramatique, l'ancienne tragédie étant musicale. La poésie réunit l'art figuratif et la musique, perception immédiate, comme la musique de l'âme par elle-même qui se développe dans le champ de l'imagination. La poésie expose la succession des pensées et des mouvements de l'âme et des passions, elle peint la pensée. Le son agit aussi. Des vers en prose, une traduction, et il y a altérité. Étendue de la poésie en une multitude d'objets que ne peut atteindre la peinture. Les intérêts de l'esprit sont le contenu de la poésie, et l'esprit n'a rien de plus voisin que lui-même. L'objet véritable de la poésie est l'empire infini de l'esprit, et la parole est de tous les matériaux de l'art celui qui convient le mieux à l'esprit. Moyen d'expression le plus approprié. Les passions qui agitent l'âme et les affections du cœur humain, le domaine des idées, les destinées humaines sont révélées par la poésie. Enseigner et apprendre, c'est savoir et avoir l'expérience de ce qui est. La poésie donne ce savoir dans sa forme originelle et vraie. La poésie compte des époques florissantes chez presque toutes les nations et dans tous les siècles qui ont produit de l'art, car elle embrasse l'esprit humain tout entier qui affecte une inépuisable variété dans ses formes, comme elle n'a pas pour objet la vérité
général dans son abstraction scientifique, mais représente toutes les idées de la raison individualisée, multitude de formes. Toutes les poésies sont différentes par l'esprit, le sentiment par l'expression, la manière d'envisager l'univers, leur essence commune. Les mots sublimes de l'Ancien Testament, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Les sentences dorées de Pythagore, les proverbes de Salomon sont des œuvres d'art. La poésie agit sans surimagination. L'art oratoire et le discours produit des convictions et fait prendre telle ou telle résolution et engage dans différentes actions. L'éloquence et le discours peut laisser dans la perplexité et le but oratoire est atteint. La poésie doit rester dans un but de pure jouissance artistique. L'image poétique ne se réalise qu'avec des mots et donc peu importe le côté grammatical. C'est un langage particulier musical qui exige la mesure, le rythme, l'harmonie, la rime. La poésie nous fait saisir l'idée dans sa forme réelle. Elle ne se contente pas de l'intelligence abstraite. C'est une individualité vivante. Dans l'expression poétique, la réalité a quelque chose de plus. Elle ajoute à l'intelligence de l'objet une image. L'image poétique offre la richesse des formes sensibles avec le sens intime et l'essence de la chose de manière à former un tout original. Toute l'attention se dirige vers la perfection, le fini, le poli, l'élégance et les effets de la diction. Le poète est forcé de se mouvoir en dehors des limites du langage ordinaire et de façonner le sien d'après les lois et les exigences de l'art. Le vrai talent dispose avec facilité des matériaux sensibles. La rime appartient à la poésie romantique. La poésie lyrique exprime les sentiments intérieurs de l'âme, musique du sentiment, et les personnages apparaissent dans le développement de leur passion. Le roman comme l'épopée et la peinture, personnages apparaissant dans le développement de leur passion. Les mondes, les tableaux de la vie, cercles de l'action particulière qui forment le centre pour l'ensemble. La sculpture et la peinture mettent sous nos yeux les objets dans leur réalité visible. La poésie évoque des images dans notre esprit et suscite dans l'âme des sentiments. C'est le côté subjectif. Avec la poésie cynique, lyrique, elle s'ouvre à l'expression. C'est dans l'action que l'âme se retrouve dans son essence réelle. Ce que la poésie ne faisait qu'éprouver, le lyrisme le conçoit et l'exprime sous forme de pensée et d'images dont elle a conscience, lyrique contre dramatique. La poésie française excelle dans une poésie mixte à moitié descriptif et à moitié lyrique. Poème didactique, le ton général étant épique, et le caractère lyrique, les romances et les ballades. La comédie a pour base et commencement ce pourquoi, ce par quoi la tragédie peut finir. La sérénité de l'âme. Shakespeare est inimitable dans l'art de représenter des personnages dont le caractère est parfaitement humain. L'ambition dans Macbeth, la jalousie dans Othello. La fin de l'art est une conséquence nécessaire du système hégélien. L'art se meurt ou se résout dans la philosophie. Il s'émancipe de l'élément représentatif, perdant l'étroite relation qui le lie à la religion, donc à la vérité. Croce est l'un des premiers à réagir à ce paradoxe de la mortalité de l'art. Nietzsche, opposition de l'apollinien et du dionysiaque. Wolflin, classique et baroque, tous deux marqués par leur rencontre avec Burckhardt, le dualisme. L'art dans la perspective hégélienne, Croce, qu'une distraction est un passe-temps dans la mesure où il ne remplit plus sa fonction de représentation sensible de l'idée.
analogue à celle de la mythologie et de la religion. Pour Hegel, l'art se dénoue, Auflösung, se dissout, se défait, et historiquement, une chose qui a été une chose du passé. Ce n'est pas ce qu'il y a plus d'œuvres d'art, mais ce n'est plus un passage nécessaire pour accéder à la vérité. Ce n'est pas l'existence de l'art qui est en jeu, mais sa fonction d'Alsein historial. L'art échoue à manifester le vrai, l'art est passé, car cette conception religieuse d'une vérité qui se révèle et s'impose à la pensée est elle-même passée. C'est la fin du grand art, de l'apparition du divin, le lieu intime qui unissait l'art à la religion s'est brisé. L'artiste est désormais complètement libre, tant des formes que du contenu. Pièces de musique qui ne sont que silence. Le 4 minutes 33 secondes de Cage. La liberté totale requiert une sorte d'art silencieux. Cage est une non-exécution et requiert une salle, et c'est le bruit du public qui constitue la pièce. Duchamp et ses ready-made, La Fontaine, un urinoir exposé de dos. L'art s'est acquitté de sa mission spirituelle en révélant l'essence philosophique qui constitue son noyau. Les boîtes Brio de Andy Warhol. Les œuvres ne sont plus que des produits post-historiques, simples contre-coups d'une vitalité disparue. Des fossiles historiques. La disparition de toute idée normative de l'art a laissé un vide critique, comme Goodman définissant l'art indépendamment de toute notion de qualité. Naissance d'une expérience significative entre le choix du matériau et la logique artistique, enjeu de l'œuvre et naissance par exigence de Rochlitz. Ce que fait réellement l'artiste et comment cela est perçu, rapport de l'art avec la vérité extérieure, Adorno, fusion entre la cohérence esthétique et la vérité objective. La véritable expérience esthétique doit devenir philosophie ou bien elle n'existe pas. Adorno s'oppose à l'art conceptuel, les mouvements d'avant-garde ou le performance art, qui prône l'abandon de l'apparence et le retour à soi. Ce n'est qu'un faux dépassement de l'art, forme démonstrative des œuvres de Kandinsky ou de Mondrian. Kossuth interprète l'art conceptuel et la description hegelienne du déclin de l'art romantique, caractérisé par sa capacité d'interroger la nature et la fonction de l'art, et que seul ce questionnement engendre l'art véritable. Disqualifier les artistes qui font encore des formes extérieures, tableaux et sculptures, dont le statut d'œuvre d'art ne tient qu'à la ressemblance avec les œuvres d'art anciennes. Pour faire de l'art, il faut avoir compris la fonction de l'art et donc l'avoir interrogé. Si l'on peint, c'est que l'on a déjà accepté et non pas questionné la nature de l'art. Le contenu ne compte plus, Jean Patochka. C'est le paraître signifiant qui importe. L'homme est bien une source authentique de création, une liberté. L'œuvre d'art ne s'inscrit plus dans l'espace des sens et des significations qu'elle produirait. Elle transmet ces significations, les communique, mais sans jamais prévoir les résultats d'une telle objectivation. Il n'est plus le support unifiant des diverses significations, mais devient leur expression énigmatique et disloquée. La fonction représentative de l'art laisse sa place à sa fonction interrogative. Toute œuvre d'art pose des questions dont elle possède implicitement la réponse. Fragile équilibre entre implicite et explicite, entre signifiant de l'objet et événement, l'œuvre interroge et s'interroge elle-même par son statut de non-œuvre, unité purement subjective.
Et cette interrogation s'exprime dans une œuvre portée à son plus haut point d'interrogativité. L'art contemporain transforme ainsi la vieille dualité entre contenu et forme, être et paraître, en une interdépendance plus fondamentale encore, celle qui veut unir l'œuvre et la non-œuvre, l'être et le non-être. Hegel, Esthétique, tome 2. Merci.